nom est Coignard. Je voudrais vous raconter une histoire, l'histoire d'un homme hors du commun. Il y a bien longtemps, j'ai été soldat de l'empereur. Je l'ai suivi pendant 15 ans à travers toute l'Europe. Notre vie avec lui fut un roman de chaque jour. Portés par une incroyable énergie, nous nous élancions pour offrir la République au monde. Nous avions l'impression d'être invincibles. Nombre d'hommes de cette époque, partis de rien, furent princes, barons, maréchaux. Seule la valeur comptait. La vraie noblesse était celle de l'âme. Mais un homme, au-delà de la gloire, au-dessus de la richesse, brillait dans nos cœurs. Dans la brume de nos douleurs, au bout de notre courage, nous entendions son nom et nos cœurs meurtris reprenaient espoir. L'homme dont je vous parle est né en 1766 à Baudéan, petit village de 400 âmes près de l'Adour, à côté de Bagnères de Bigorre. Il est né 3 ans avant le patron, avant l'empereur, avant Napoléon Bonaparte. C'était un gamin comme nous, fils de cordonnier, qui aimait accourir dans les rues de son village. Je le vois, enfant, jouant dans les bois de sa vallée de campagne, pêchant la truite dans l'Adour, comme moi, comme les copains. Combien de batailles de boules de neige disputées avec ses amis dans les champs enneigés. Pensait-il alors que bien des années plus tard, en Russie, dans la neige rougie de sang, ce seraient des boules d'acier qui viendraient déchiqueter les soldats autour de lui? Savait-il qu'au lieu des rires de ses petits compagnons, ce seraient alors les cris de douleur des blessés qui résonneraient à ses oreilles? Pouvait-il seulement imaginer l'horreur qui l'attendait au cimetière d'Eylau? Les charges de la cavalerie de Murat qui feraient trembler son corps et toute cette souffrance qui meurtrirait son âme? Pouvait-il deviner que lui, Dominique Jean, petit Pyrénéen, costaud et têtu, deviendrait le grand Dominique Larrey, chirurgien en chef de la garde impériale et baron d'Empire?
rencontré l'arrêt pour la première fois en Égypte. Après que les Anglais aient coulé notre flotte à Aboukir en mai 1798, nous n'avions plus le choix. Il fallait avancer vers le Caire, harcelé par les Mamelouks de Mourad Bey. Malheur au traînard. C'est là que j'ai découvert l'arrêt au travail, courant d'un blessé à l'autre, taillant, amputant, recousant inlassablement. Il trouvait sans cesse de nouvelles idées pour porter secours aux soldats. Ainsi, en crapahutant dans le désert, quelle surprise et quelle rigolade à la vue de nos blessés brinque-ballés sur des dromadaires équipés de grands paniers d'osier. Plus que le moyen de transport, ce qui nous stupéfiait, c'était l'idée géniale qu'on vienne si vite au secours des blessés. Par ses dromadaires, par ses ambulances volantes, par sa présence constante, l'arrêt nous rassurait. Ne tremblez pas, soldat. Je suis là. Avec mes brancardiers, quoi qu'il arrive, je viendrai vous relever. Sous le feu d'ennemi, s'il le faut. Et je vous mènerai en lieu sûr pour m'occuper de vos blessures. C'est ainsi qu'elle a gagné son surnom de providence du soldat. Et puis, à cause de l'obstination des Anglais, qui en soutien finançaient toutes les coalitions contre nous, les batailles se sont enchaînées pendant 15 ans à travers toute l'Europe. Austerlitz, Iéna, Hainaut, Friedland, Bourgogne. L'arrêt a toujours été là pour nous, opérant sans trêve. Il occupait ces rares instants de repos à enseigner, à créer ou à réorganiser des écoles de chirurgie partout où l'Empire s'étendait. L'arrêt disait que pour donner à un blessé sa chance de survivre, il fallait le prendre en charge le plus vite possible avant que le froid, l'hémorragie, la déshydratation, la gangrène et l'infection ne le menacent mortellement. Moi qui lui parle, je l'ai entendu répondre à un immense colonel de cuirassiers qui lui ordonnait de se rendre au chevet d'un général légèrement blessé. Sachez, monsieur, que peu importe le grade de la nationalité d'un blessé, ce qui compte, c'est l'urgence, la gravité de la blessure. Et il avait tranquillement continué ses interventions sans plus prêter attention à l'officier furibond. Sur le champ de bataille, ses aides couraient d'un blessé à l'autre, stoppés une hémorragie par un garrot, immobilisés par une attelle molle fracturée. Selon les directives de Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée, chaque brancardier, que l'on appelait despota, portait de quoi équiper un demi-brancard. Comme ils allaient par deux, en se recoupant, ils montaient rapidement leur civière et emportaient le soldat à l'abri. Alors intervenait l'ambulance volante qui évacuait les blessés vers l'hôpital de Fortune où l'arrêt allait les opérer après les avoir triés. Amputant là une jambe aux os explosés et souillés de terre, ligaturant ici la terre d'un bras sectionnée par une balle, trépanant ailleurs un crâne pour retirer les éclats de mitraille, l'arrêt et ses assistants opéraient sans cesse. Sourds aux cris des blessés et compatissant à leur malheur, le chirurgien s'efforçait d'écourter leur souffrance par la rapidité et la dextérité de son geste. Sur de simples tables de bois, ses aides s'activaient autour de lui et l'on voyait s'accumuler un terrible amas de bras et de jambes amputées. De temps à autre, un opérateur s'écartait, s'essuyait le front ou les mains sont tapés sans dents, rinçait ses instruments dans un saut de trouble et se remettait à l'ouvrage. Puis ce fut Waterloo la fin de l'épopée. Je me souviens. L'arrêt encore une fois se déroula sans compter, allant ramasser les blessés jusque sous le feu de l'ennemi. On dit même que Wellington, l'ayant aperçu, fit cesser le feu de ses canons, se découvrit et aurait déclaré en le désignant « Je salue l'honneur et la loyauté qui passent. » Prisonnier à la fin de la bataille, l'arrêt a été miraculeusement sauvé du peloton d'exécution par un de ses anciens élèves, chirurgien de l'armée prussienne. Il
fut ensuite recueilli par le maréchal Blücher, dont il avait soigné et libéré le fils aîné, blessé en 1813 à Leipzig. Après l'Empire vint la Restauration et le retour des Bourbons, avec son lot de mesquinerie quotidienne. Claret fut alors nommé inspecteur du service de santé, chirurgien en chef des Invalides. Aux côtés de son fils Hippolyte, grand chirurgien également, il parcourut toute l'Europe et l'Afrique du Nord, partageant généreusement son expérience et son savoir avec la jeune génération des chirurgiens militaires. Il mourut le 25 juillet 1842 à Lyon, dans les bras de son fils, au retour d'une tournée d'inspection en Algérie. Sa chère épouse, Élisabeth Laville, était décédée 48 heures plus tôt. Auprès de leur fille Isorde, Saint Hippolyte n'ose le lui annoncer. Mais la dernière image que je garde de lui fut celle de sa présence au retour des cendres de l'empereur, le 15 décembre 1840 à Paris. L'immense catafalque resplendissait sous le pâle soleil d'hiver. Nous, les derniers braves, les survivants dans nos uniformes vieillis, nous grelottions. Malgré nos doigts raidis par le froid, nous avions oublié les douleurs de nos blessures et le rhumatisme, souvenir du bivouac. Derrière les catafalques, nous la foule des vétérans, Boudinot, Moncé, Bertrand et tant d'autres, se trouvaient l'arrêt devant le bras Hippolyte. Drapé dans son manteau de la campagne de Wagram, sous les applaudissements de la foule, il avançait noblement. Bien des années ont passé, mais je jure que j'ai vu, soudain l'entourant, les ombres de tous ces opérés d'autrefois, de tous les copains disparus qui murmuraient à son cœur les dernières fois. Place à Monsieur Larrey. Avec tendresse, respect et émotion, je me suis découvert à leur passage. Moi, nous réunissons autour de vous des amis venus de quatre coins de France qui se sont consacrés à cette évocation, qui est une première. Cette première avec la guerre mondiale. L'ambulance que vous avez vu passer devant vous est la réalisation de notre association. Elle est l'œuvre de passionnés, amateurs, à moindre frais, avec quelques conférences et qui représente également le travail des lycéens du lycée Sud-Sévignan d'Orient. Cette ambulance opère les époques 115 et hélas, elle était avantagée. Donc nous avons d'autres projets à faire jouer. Voilà, et nous vous invitons, alors j'ai une dernière précision, les gens qui passent devant vous vont se mêler à vous, vous pouvez rester pour la plupart toute la semaine jusqu'à la fin du festival, allez le voir, vous allez nous avons installé une grande part de la musique nationale un niveau de commandement avec une femme de commandeur, un obligé, une présentation de paroles dans la forme de l'art de s'occuper des chevaux, de les manœuvrer et de les aider à l'époque. Et vous avez également un autre visage où vous retrouverez notre ambulance spécialisée en physique